Mes parents ont offert 100 000 € à ma sœur pour son appartement, puis, me regardant droit dans les yeux, ils ont déclaré « Toi, tu es une ratée ». Pas de murmure, pas d'hésitation, juste un verdict lâché entre deux bouchées de rôti. Mon beau-frère a levé son verre. Ma mère a souri comme si c'était parfaitement normal. Je me souviens de ma fourchette qui a glissé, le bruit plus tranchant encore que leur silence. Personne ne m'a retenu quand je me suis levé. Personne n'a demandé où j'allais. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai mis ma vie dans une valise et j'ai conduit jusqu'à ce que l'autoroute plonge dans le noir. 2 ans plus tard, ils ont appris ce que le silence peut construire et ce qu'il peut détruire. Avant que je ne vous raconte la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez pour que je sache que je ne suis pas seul. Et quand vous aurez entendu mon histoire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Il disait toujours que notre famille était parfaite, des pulls assortis à Noël, des sourires polis sur les photos de communion, le genre de foyer que les voisins enviaient. Ce qu'il ne voyait pas, c'était qui repassait ses pulls, qui faisait la vaisselle après ses dîners, qui restait silencieuse pour maintenir la paix. C'était moi. Ava, la fille stable, celle qui arrange tout, la colle invisible. Véronique, ma sœur, était la lumière. Mention très bien au bac, reine du lycée, école de commerce prestigieuse. Papa filmait chaque remise de diplôme comme s'il s'agissait de la montée des marches à Cannes. Quand je ramenais des notes moyennes, il disait « Tu ne fais pas assez d'efforts ». Quand je suis devenue présidente du club d'art, ma mère a eu un sourire pincé et a dit « C'est mignon ». À 16 ans, Véronique a reçu une petite voiture bleue avec un nœud sur le toit. Pour mon anniversaire, j'ai eu droit à un repas dans une chaîne de restauration rapide et une carte cadeau de 50 €. Sois reconnaissante, m'a dit ma mère en ajustant mes cheveux pour une photo. Le flash a crépité, mais j'ai cligné des yeux trop tard. Cette photo est toujours sur leur cheminée, la preuve que j'existais, mais pas de ce que je ressentais. Les études supérieures ont été pires. Les frais de scolarité de Véronique étaient entièrement financés. Les miens n'étaient pas pris en charge du tout. Quand j'ai demandé de l'aide, papa a découpé le rôti comme un juge prononçant une sentence. Nous ne paierons pas pour une université publique, a ajouté maman doucement. Les universités publiques, c'est pour ceux qui n'ont pas eu assez d'ambition. J'ai avalé ces paroles sans broncher. J'ai contracté mes prêts toute seule, 6,8% d'intérêt, chaque euro comme une ecchymose. J'ai cumulé 2 boulots pour payer mon loyer, à la bibliothèque à l'aube et dans une brasserie le soir. L'hiver me gerçait les mains. Quand j'ai attrapé une pneumonie, j'ai appelé chez moi, tremblante. Papa a dit, tu dois mieux gérer ton emploi du temps. Maman a demandé si je prenais mes vitamines. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis on a frappé à ma porte. Madame Chen, notre voisine de palier, était là avec de la soupe et une petite enveloppe. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit en la déposant dans ma paume. À l'intérieur, un chèque de 500 €. Ce n'est pas le montant qui m'a brisé, c'est la gentillesse. J'ai pleuré jusqu'à ce que la soupe soit froide. À partir de là, j'ai appris à remarquer qui était vraiment là pour moi. Plus tard, en thérapie, on a mis un nom sur ce comportement, des attentes protectrices. J'ai commencé à anticiper leur absence, pour pouvoir survivre. Le jour de ma remise de diplôme, ils ne sont pas venus. J'ai vu d'autres familles tenir des bouquets, les appareils photo crépiter. J'ai serré mon diplôme contre moi et j'ai murmuré, j'ai réussi quand même. Ce soir-là, j'ai pris le bus pour rentrer, le diplôme encore chaud dans son étui. Mon téléphone a vibré avec la nouvelle photo de Véronique, sa bague de fiançailles scintillait sous des guirlandes lumineuses. La légende disait, les rêves deviennent réalité. J'ai aimé la publication. Puis j'ai coupé les notifications, car au fond de moi, je savais que les rêves devenaient réalité, juste pas ce qu'ils avaient prévu pour moi. Après mon diplôme, la vie est devenue plus calme, mais pas sereine. Le silence pesait lourd, comme une maison qui tient encore debout après un incendie. J'ai emménagé dans un studio au-dessus d'une laverie où le ronronnement des sèche-linges remplaçait les conversations futiles. Je travaillais de longues heures en tant que designer junior, mettant de côté chaque paie comme si c'était la preuve que je pouvais survivre sans eux. Je me disais que j'allais bien, que j'étais indépendante, indifférente. Mais parfois, je me réveillais à 3 heures du matin, le téléphone brillant sur la table de nuit, à faire défiler leurs photos, les repas du dimanche, l'enterrement de vie de jeune fille de Véronique,
les vacances où je n'étais pas invité. Leur sourire semblait permanent. Mon absence semblait intentionnelle. Quand le faire-part de mariage est finalement arrivé, ce n'était pas de leur part. Cela venait de l'agence événementielle, un email automatique et poli écrit dans une police cursive dorée, « Vous êtes cordialement invité ». Mon prénom était mal orthographié. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant de fermer mon ordinateur. C'est ce soir-là que j'ai réservé ma première séance de thérapie. Le docteur Singh avait des yeux bienveillants et une voix comme une eau calme. Elle a écouté quand je lui ai décrit ma famille, comment l'amour était toujours conditionnel, comment l'approbation ressemblait à de l'oxygène que je devais mériter. Quand j'ai fini, elle m'a posé une question, « Avez-vous déjà essayé de ne plus jouer la comédie pour l'obtenir ?» Cette phrase m'a suivi jusqu'à chez moi. Elle résonnait dans mon appartement pendant que je pliais mon linge, pendant que je me brossais les dents, pendant que je fixais le voyant clignotant de mon répondeur. La voix de maman remplissait la pièce, « Rappelle-nous, chérie. Ne sois pas têtu. » Je ne l'ai pas fait. Les jours sont devenus des semaines. Mon téléphone vibrait avec les rappels de la thérapie, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que vous contrôlez. Je me suis entraîné à dire « non » devant le miroir, au début maladroitement, puis avec assurance. Ce mot semblait étranger, presque dangereux. À Noël, je n'ai envoyé aucun cadeau, aucun message. Le premier jour, j'ai ressenti de la culpabilité, le deuxième, un soulagement. Au troisième, je pouvais respirer sans demander la permission. Le mariage de Véronique a eu lieu sans moi. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos, sa robe en dentelle, les visages rayonnants de mes parents, la légende, famille pour toujours. Je fixais tout ça depuis mon petit balcon, le bruit de la ville montant vers moi. Une abeille voletait au-dessus d'une plante mourante sur la rambarde. Je me souviens m'être dit que même les abeilles savent où ne pas se poser. Une semaine plus tard, maman a laissé un autre message, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je l'ai effacé sans l'écouter une seconde fois. Ce soir-là, j'ai coupé la sonnerie, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai laissé le silence combler l'espace qu'ils occupaient autrefois. Alors j'ai arrêté de les appeler. Aucun message, aucune visite, aucune explication. Le silence est devenu ma nouvelle langue, froide, stable, délibérée. Et je ne le savais pas encore, mais ce silence allait devenir la chose la plus bruyante que j'ai jamais construite. Le silence n'a pas tout réparé, mais il m'a donné l'espace nécessaire pour voir les fissures. Sans leur voix remplissant chaque recoin de mon esprit, j'ai commencé à entendre la mienne. Le travail est devenu un rythme auquel je pouvais me fier. Les jours se confondaient en croquis, en délais à tenir et en café tardif. Je ne m'épanouissais pas encore, mais je ne m'effondrais plus. Chaque projet pour un client payait une facture de plus, une preuve supplémentaire que je pouvais vivre sans leur autorisation. Pourtant, la douleur persistait. Chaque fête ressemblait à rester debout devant une fenêtre, à regarder une chaleur que je ne méritais pas. En février, la pneumonie est revenue. Je me souviens de la lumière crue des urgences, de l'écho du bip des machines. J'étais allongée là, grelottante, à faire défiler mon téléphone, mon doigt sur le contact de maman. Mon pouce s'est arrêté à quelques millimètres de l'appel. Puis j'ai éteint l'écran. Je n'avais pas besoin d'une autre leçon de déception. Quand je suis rentré, il y avait un mot collé à ma porte, de la soupe à l'intérieur, signé P. Chen. Madame Chen, mon ancienne voisine, m'avait retrouvé. Elle m'a tendu un thermos en disant « Repose-toi, le monde peut attendre ». Sa gentillesse m'a touché plus fort que n'importe quelle excuse que j'aurais pu mendier. Au printemps, j'étais de nouveau sur pied, avec une agitation nouvelle. Je voulais une vie qui ne ressemble pas à une attente interminable. La thérapie m'a aidé à nommer ce sentiment. J'étais fatigué de survivre. Je voulais construire. J'ai commencé à regarder des annonces, des terrains bon marché dans le Nord, assez loin pour m'entendre penser. Le genre d'endroit devant lequel les gens passent sans voir le potentiel. Le genre d'endroit que personne ne pourrait m'enlever. 3 mois plus tard, je signais les papiers pour 16 hectares de terre négligée et une maison avec plus de trous que de fenêtres. Tout le monde voyait une ruine. Je voyais des possibilités. Les premières nuits ont été brutales. Pas de chauffage, pas de Wi-Fi, juste le vent qui faisait trembler les cloisons et moi qui jurais contre les tuyaux qui fuyaient. Mais pour la première fois, chaque échec était à moi de réparer.
J'ai appris à calfeutrer les courants d'air avec du plastique, à réparer les cloisons, à garder les abeilles en vie pendant les nuits glaciales. Tom, mon voisin de l'autre côté de la crête, est passé un matin avec un café et un sourire. Tu travailles la terre ou c'est elle qui te travaille, a-t-il demandé. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Les week-ends sont devenus des rituels, de la boue sur mes mains, de la sueur dans mes cheveux, des coups de soleil sur ma nuque. Lentement, la lavande a poussé dans le champ à l'arrière, des rangées de vers timides poussant à travers la terre têtue. J'ai commencé à tenir des journaux, notant chaque erreur, chaque floraison. Les pages se remplissaient comme la preuve d'une renaissance. Une nuit, je me suis tenu sur le pas de la porte de cette maison à moitié terminée, regardant le champ sous une pleine lune. Mon souffle formait de la buée dans le froid, mais quelque chose en moi s'était apaisé. Pendant des années, j'avais mendié ma place. Maintenant, je la construisais de mes propres mains. Et au fil des saisons, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement fait silence. J'avais pris ma souveraineté. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. La lavande avait commencé à fleurir en larges rangées irrégulières, de douces vagues violettes caressées par le vent. Je me souviens m'être dit que le silence sonnait enfin différemment, moins vide, plus mérité. Les abeilles étaient revenues, stables et loyales, et je travaillais à leur côté dans les champs. Je ne le savais pas encore, mais cette paix allait être interrompue. Tout a commencé avec un SMS d'un numéro inconnu, « Ava, c'est vraiment chez toi ?» Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné, cette fois c'était le numéro de papa. Je l'ai fixé assez longtemps pour entendre le répondeur se déclencher. Sa voix était trop décontractée, trop lisse. Ta sœur est passée devant une propriété en Sonoma aujourd'hui. Un grand champ, un toit en tôle, de la lavande partout. C'est à toi. J'ai essuyé la terre sur mes mains en fixant l'horizon. C'est à moi, ai-je dit quand j'ai fini par rappeler. Il y a eu une pause, comme si quelqu'un cherchait le bon ton à employer. C'est impressionnant, a-t-il dit. Nous ne savions pas que tu réussissais aussi bien. Peut-être qu'on peut t'aider à développer, en faire quelque chose de plus grand. J'ai des contacts, des investisseurs. Je l'ai coupé. Non, papa. Tu as eu ta chance. Il a ri une fois, d'un rire bas et paternaliste. Ne sois pas têtu. Nous sommes une famille. Ce mot, famille, est tombé comme une pierre. La famille ne vous traite pas de raté pour financer votre remplaçante, ai-je dit calmement. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours plus tard, un email est arrivé. Objet, proposition d'investissement. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai archivé. Une semaine a passé. La lavande a continué de pousser, imperturbable. Puis un camion de livraison est arrivé sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Le chauffeur est descendu avec une enveloppe Kraft et a demandé ma signature. À l'intérieur, un chèque personnel de 100 000 €. Motif, pour tes études. Joint à cela, un petit mot dans l'écriture déliée de ma mère, nous avons été trop durs avec toi. C'est notre façon de réparer les choses. Je suis resté là pendant 10 minutes. Pas de larmes, pas de mains tremblantes, juste le calme. Puis je me suis levé, j'ai pris mes ciseaux et j'ai découpé le chèque en fines bandes, comme des confettis. J'ai glissé les morceaux dans une autre enveloppe avec une seule phrase écrite à l'encre bleue, on ne peut pas acheter le pardon. Je l'ai renvoyé en courrier recommandé. 3 jours plus tard, papa s'est présenté devant mon portail. Les caméras l'ont filmé avant que je ne le voie. Pantalon chino bien repassé, chaussures cirées, visage de week-end répété. Il faisait signe à la caméra comme si j'étais encore cet enfant qui attendait son approbation. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Partez, ai-je dit. J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-il répondu. Sa voix a déraillé comme elle ne le faisait jamais auparavant. J'avais tort, Ava. S'il te plaît. Je veux parler. Tu as eu 26 ans pour parler, ai-je répondu. Tu les as mal utilisés. Il a essayé de reprendre son ton parental. Nous sommes tes parents. Nous avons fait des erreurs, mais les parents ont des droits d'accès. J'ai failli rire. L'accès se gagne, il ne se présume pas et ne s'achète pas. Le silence qui a suivi semblait plus lourd que tout ce qu'il avait jamais dit. Puis, plus doux. On ne peut pas passer à autre chose?
Tu peux avancer sans moi. Il regardait droit dans la caméra. Ses yeux, rouges au bord, suppliaient pour quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Pardonne-nous, a-t-il murmuré. Je peux, ai-je dit, la voix stable. Mais le pardon n'est pas la réconciliation. Le moteur du portail s'est mis à vrombir. Il s'est refermé lentement, mécanique et définitif. Il n'a pas bougé jusqu'à ce que les battants se rejoignent, coupant la vue en deux. La caméra a clignoté une fois, puis est redevenue fixe. J'ai noté la visite dans un carnet, heure, date, météo. Les preuves valent mieux que la mémoire quand les tempêtes reviennent. Puis je suis retourné dans les champs. Le travail tenait mieux que n'importe quelle nostalgie. Ce soir-là, j'ai revu les images. La façon dont il se tenait là, incapable de savoir quoi faire sans son pouvoir, la façon dont je n'avais pas scié. J'ai réalisé quelque chose qu'aucune séance de thérapie ne m'aurait apprise. La paix ne se gagne pas par des excuses. Elle est protégée par des limites. Une semaine plus tard, une deuxième enveloppe est arrivée. Pas de mots cette fois. Juste le même chèque annulé. Un geste de reddition, peut-être, ou de culpabilité. Je l'ai déchiqueté sans même l'ouvrir complètement. La saison avançait. La lavande intensifiait sa couleur. Les abeilles se multipliaient et la terre cessait de sembler empruntée. Un matin, alors que je vérifiais les ruches, j'ai vu la voiture de Véronique à l'arrêt au bout du chemin. Elle n'est pas entrée, elle est juste restée là. D'où j'étais, son visage semblait minuscule derrière la vitre. Elle tenait son téléphone comme si elle prenait une photo, peut-être une preuve pour nos parents que j'existais en dehors de leur histoire. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé regarder aussi longtemps qu'elle le voulait. Cet après-midi-là, papa a rappelé. Ta sœur dit que la propriété vaut plus de 2 millions. C'est vrai? C'est ce que dit l'estimation. Il s'est tu. Je pouvais l'entendre respirer. Puis est venu le pivot familier, l'argument déguisé en sollicitude. Tu as construit quelque chose d'incroyable, mais tu ne peux pas gérer tout ça seul. Laisse-nous t'aider à le développer. Tu auras besoin d'expérience, de vrais conseils cette fois. J'ai pensé à chaque reproche, à chaque chèque refusé, à chaque rictus qui suivait mes efforts. J'ai pensé à la fille qui autrefois suppliait pour avoir une place à leur table. Puis je l'ai dit, net, calme, absolu. Non. Ava, le nom est une phrase complète, me suis-je rappelé, avec la voix du docteur Singh. Et pour la première fois, il n'y avait aucune culpabilité dans ce mot, seulement de la gravité. Quand j'ai raccroché, les champs bourdonnaient d'abeilles. Le vent portait le parfum de la lavande à travers les fenêtres ouvertes, et quelque part au-delà du portail, un moteur de voiture a démarré, puis s'est éloigné. Cette nuit-là, j'ai fait le tour du périmètre de la propriété, lampe torche à la main, longeant la clôture que j'avais construite moi-même. Chaque poteau était solide, chaque fil tendu. Des limites, physiques et autres, qui tenaient bon. Ils m'avaient traité de raté. Mais l'échec avait construit quelque chose qui survivrait à leur approbation. 2 ans de silence s'étaient transformés en terre, en racines, en floraison. Et tandis que le clair de lune caressait les champs, j'ai réalisé qu'ils avaient eu raison sur une chose depuis le début. Je ne faisais plus partie de leur monde. J'en avais construit un à moi. L'été est arrivé, chaud et plein. Le genre de chaleur qui vibre à travers tout. La lavande arrivait à hauteur de taille, épaisse et parfumée. La semaine des récoltes est arrivée et les champs se sont animés, Emma et Tyler coupant les tiges, les rires se répandant dans les rangées. Leur joie remplissait les espaces où la culpabilité vivait autrefois. Nous avons rempli les cartons tard dans la soirée, les portes de la grange ouvertes, les cigales chantant fort dans les arbres. La première grosse commande a été expédiée à l'aube, 6 chiffres, net et réguliers. J'ai regardé le camion disparaître sur le chemin de terre et j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pour la première fois de ma vie, tout ce qui me soutenait était quelque chose que j'avais construit moi-même. J'ai envoyé des colis à tous ceux qui avaient été là quand personne d'autre ne l'était, Madame Chen, le docteur Singh, même Tom, qui m'aidait maintenant à réparer l'ancien système d'irrigation. Chaque colis contenait un mot, merci d'être resté quand tu n'y étais pas obligé. Un matin, j'ai trouvé une vieille photo coincée dans un livre, une photo de famille, nous tous souriant en formation parfaite. J'ai regardé mon moi plus jeune, figé sur le bord du cadre, et j'ai murmuré,
tu t'en es sorti. La ferme bourdonnait à l'extérieur, vivante et honnête. Le portail restait fermé, mais mon monde n'avait jamais été aussi ouvert. Il lui avait donné une maison. J'avais construit toute une vie. Et la paix, la vraie paix, était le seul héritage dont j'avais besoin. Ils appelaient ça de la rébellion. J'appelais ça la guérison.